Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 8 juillet 2023, avec comme titre « L'Ukraine est désespérée, les États-Unis envoient les fameuses bombes à sous-munitions interdites par la plupart des pays du monde ». Et là, les États-Unis donc franchissent un nouveau cap qui va évidemment faire grand bruit dans les médias, puisque ces bombes-là sont mal famées depuis fort longtemps. Voilà, donc comme d'habitude, cette vidéo est en deux parties. La première partie, c'est les informations générales avec à la fin la conclusion. Et enfin, la carte militaire pour que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, on commence. Donc les médias occidentaux admettent que durant le mois écoulé de combat après les offensives commencées par Kiev le 4 juin, les pertes ukrainiennes sont bien plus grandes que celles des Russes et que les offensives ont tout échoué. Ça, c'est un consensus. Le chiffre que je vois par exemple sur Artyomovsk, qui est la zone la plus étudiée concernant le nombre de morts côté ukrainien et côté russe, Artyomovsk qui était appelé avant Bakhmut, donc les pertes d'après les chiffres russes, donc après chacun les prendra au sérieux ou non, mais d'après les Russes, il y aurait un Russe tué pour 5 Ukrainiens environ. Et dans d'autres zones de combat, c'est 1 pour 10, voire 1 pour 20. Voilà, ça c'est d'après les Russes toujours. Chacun les prendra au sérieux ou non, comme je l'ai déjà dit. A noter que sur le front, les Ukrainiens envoient toujours autant de troupes qu'avant, sans discontinuer, ne voulant pas plus que jamais perdre le moindre pouce de terrain. Et dès qu'une position russe est apparemment affaiblie ou sans garnison, ils foncent immédiatement pour prendre la zone, quel qu'en soit le coût, et malheureusement, la plupart du temps, cela échoue. Car depuis le début de la guerre, c'est un réflexe quasi pavlovien de la part de l'armée ukrainienne de vouloir prendre chaque pouce de terrain, et les Russes exploitent cela systématiquement en faisant des retraits dans des zones grises pour laisser les Ukrainiens prendre la position afin de demander ensuite des tirs d'artillerie ou aériens sur cette même position. Nous voyons une stratégie qui n'a pas bougé depuis le début de la guerre, à savoir que les Ukrainiens veulent conquérir chaque pouce de terrain, quoi qu'il en coûte en hommes, en munitions et en véhicules blindés, tandis que les Russes veulent uniquement prendre des terrains importants militairement pour épargner au maximum la vie des hommes et le matériel, quitte à revenir plus tard, mieux préparés, pour reconquérir les terrains perdus et même avancer si possible. N'oublions pas que les Russes ont le temps avec eux, pas les Ukrainiens, qui savent que plus le temps passe, moins ils auront de soutien militaire de la part de l'Occident et plus ce dernier se lassera de cette guerre totalement artificielle. Je rappelle que presque 100% des morts sur le front des deux côtés est dû aux tirs d'artillerie, aux drones ou aux missiles et non aux fusils d'assaut. Aussi, dernièrement, le général Zaloujny a dit lors d'un entretien avec le Washington Post qu'il était très mécontent et même furieux, citation, selon ses propres termes, envers les États-Unis. Donc là, on va lire un petit article du Washington Post très important concernant Zaloujny. Donc voici l'article du Washington Post du 30 juin. Le général en chef de l'Ukraine, Valéry Zaloujny, veut des obus, des avions et de la patience. Donc ce qui est intéressant dans cet article, que je ne vais pas lire entièrement, je vais juste prendre quelques bribes comme ça pour vous montrer.
Je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez le lire à loisir, à tête reposée, parce qu'il est assez long. Mais quand vous regardez tout l'article, vous pouvez voir qu'il est extrêmement en colère, on va dire. Par contre, à noter que dans cet article, en gros, il dit que l'OTAN lui a dit que tu as des avions, un tout petit peu d'avions, des chars, des canons, des hommes, vas-y, tu peux y aller. Voilà, c'est ce qui est marqué dans l'article. Et donc Zaloujny dit, ben non, en fait, fallait pas y aller, donc on y est allé quand même. En gros, il dit on y est allé quand même pour faire plaisir à l'OTAN. Vous imaginez un peu, là je vous le fais en gros, mais c'est quand vous lisez l'article, c'est ça. C'est-à-dire, il n'arrête pas de dire que l'OTAN, quoi, les États-Unis, a forcé la main à l'Ukraine, alors que l'Ukraine n'était pas prête. Il a admis que normalement ça devait être en automne, comme l'avait dit Zelensky dans le New York Times. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et là, maintenant, il réclame 100 000 obus par semaine. Il réclame des F-16. Et c'est ça, ces deux grandes réclamations quand vous lisez l'article. Voilà. Donc lui, il veut des F-16, promis récemment, qui ne devrait pas arriver avant l'automne dans le meilleur des cas. Je n'y crois pas un instant, ce sera en 2024. Voilà. Et donc il dit cela m'énerve, a déclaré Zelensky, parce que voilà, lui il est complètement dépassé par la force russe et il le dit clairement. Là pour le coup des Russes, il dit ces troupes devraient tirer au moins autant d'obus d'artillerie que leur ennemi, mais ont parfois été dépassés par 10 en raison des ressources limitées. Donc vous voyez, c'est tout ce qu'on vous dit, tout ce que je vous dis depuis des mois et des mois, que les tirs d'artillerie sont de 1 pour 10, à peu près en moyenne. Hein, sachant qu'à un moment donné, les Russes tirent entre 40 000 et 60 000 obus par jour, et en moyenne 20 000 obus par jour. Alors que les Ukrainiens, au maximum, ont tiré 8 000, 10 000 obus par jour. Et à un moment donné, ils étaient entre 2 et 4 000 obus par jour. Voilà, 2 000 et 4 000 obus par jour. Donc évidemment, là, ils sont encore beaucoup moins que ceux-là maintenant, hein, puisqu'ils ne tirent quasiment plus d'artillerie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'appui d'artillerie lors des offensives. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela m'énerve. Évidemment. Donc il dit que les offensives ne sont pas un spectacle, comme une émission que le monde entier regarde ou fait des paris dessus. Il dit voilà, je ne suis pas entièrement approvisionné et donc comme je ne suis pas approvisionné, ben, je ne peux pas faire le travail. Je ne peux pas faire les offensives. Voilà, parce que là, il réclame, mais j'ai besoin de davantage de munitions et de F-16. Comment peut-on s'attendre à ce que le travail soit fait sans eux? C'est ce qu'il dit, il n'arrête pas de répéter ça. Voilà, donc il dit qu'il est en contact avec le général Milley, qui est le chef d'état-major américain, qui sont devenus de grands amis, et qu'il dit, si je ne reçois pas 100 000 obus en une semaine, 1000 personnes vont mourir. Mettez-vous à ma place. Alors comme les 100 000 obus en une semaine, il ne les aura jamais, puisque même dans le meilleur des cas, ils ne les ont jamais eu, les Ukrainiens, de toute manière, même au début de la guerre. Donc c'est ridicule, mais c'est ce qu'ils réclament. Et vous vous souvenez, il y a des mois et des mois, quand Zaloujny était bien visible et bien vivant, qu'on le voyait, qu'il faisait des entretiens à la télévision ukrainienne, chose qu'il ne fait plus du tout, puisqu'il avait disparu pendant un long moment. Il avait dit, moi si je reçois pas 600 blindés, 800 pièces d'artillerie, etc., etc., des centaines de tanks, je ne peux pas gagner la guerre. Voilà. Ça, il avait annoncé ça, il y a, genre, je sais plus, je crois que c'était il y a 7 mois, à peu près 6 ou 7 mois. C'était l'été dernier, je crois, ou voilà, l'été dernier, début d'automne, il avait dit cela. Voilà. Et là, il réitère. Il réitère. Donc en gros, il dit toujours la même chose.
Moi, si j'ai pas ça, je peux pas gagner la guerre. Il répète ce qu'il a dit l'année dernière, tout simplement, sous une autre forme. Voilà. Donc, vous voyez, et là, il répète à chaque fois, voilà, si j'ai pas de F-16, je peux rien faire. Si j'ai pas de munitions, vous voyez, les avions, les munitions, je peux rien faire. Mais le problème, c'est que Zaloujny, là, dans le protocole, normalement théorique, s'il avait des principes, normalement, le protocole, c'est si son chef, c'est-à-dire le président Zelensky, lui donne l'ordre de faire les offensives, alors que Zaloujny sait très bien qu'il envoie ses hommes à la mort et du matériel qui va être détruit de manière certaine, pourquoi a-t-il obéi? Là, il est en colère, il dit je suis furieux. Mais il dit je suis furieux contre Washington. Donc pourquoi a-t-il obéi à Zelensky dans ces cas-là? Pourquoi s'il avait autant de principes et s'il avait autant d'attention envers ses hommes? Car normalement, le protocole, c'est quand on a un désaccord avec les décisions du président, on dit son désaccord au président, et si le président insiste fermement, lui, son travail, c'était démissionner, comme a fait chez nous le général De Villiers sous Macron. Voilà. Lui, il aurait dû démissionner pour éviter de lancer l'offensive. Voilà. Donc, vous vous souvenez, Zaloujny, c'est lui qui avait dit à 3 reprises publiquement dans le New York Times et The Economist, publiquement, il a dit, quand c'était le cas de Bakhmut, qu'on parlait que de Bakhmut, il avait dit à 3 reprises publiquement dans les journaux occidentaux qu'il voulait faire une retraite. Zelensky n'a jamais voulu. Et au bout d'un moment, on pensait que Zaloujny et le ministre de la Défense ukrainien allaient être virés. Ils allaient être virés parce qu'à chaque fois, ils étaient en contradiction avec ce que disait Zelensky. Et au final, les deux sont rentrés dans le rang. Donc le chef d'état-major, lui, là, et le ministre de la Défense ukrainien. Ils sont rentrés dans le rang, mais ils allaient être virés. C'est ce qu'on pensait tous. Parce qu'à chaque fois, ils étaient en désaccord avec Zelensky, publiquement. Bon, je vous laisserai le lien dans la description, vous pourrez lire à loisir. Vous verrez, c'est très très intéressant. On voit qu'effectivement, il est furieux contre Washington, mais en attendant, il obéit à Zaloujny. Il fait ce qu'on lui demande de faire, hein, malgré tout. Hein. Voilà. Bon, autre information, à noter que pour une fois, les Russes avancent dans l'oblast de Kharkov vers Kupiansk. C'est là où les Russes font les plus grandes avancées. Pour le reste, on peut dire que le front ne change pas beaucoup. Les Ukrainiens ont fait quelques avancées, plutôt dans le sud, vers Ocherov, là où ça chauffait le plus hein, lors des offensives principales ukrainiennes, quand ils les ont lancées le 4 juin. Ils ont effectivement avancé. Alors, dans les rapports, il y a de tout. Hein. Comme le dit Zaloujny dans son article du Washington Post, il y a des endroits où ils ont avancé de 500 mètres. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait certains endroits où les Ukrainiens ont avancé de 3 km, voire même dans certaines localisations très très restreintes de 6 km. Aux dernières nouvelles, les Ukrainiens ont pris encore 4 ou 5 villages. Voilà. Donc les Ukrainiens, effectivement, sur la ligne de front sud, c'est-à-dire entre la zone d'Orirov et Artyomovsk, donc en passant par Marinka, les Ukrainiens ont légèrement avancé, mais ils avancent toujours dans les zones grises, effectivement. Alors ils ont effectivement avancé quelques centaines de mètres, encore une fois, comme le dit le général Zaloujny dans le Washington Post, mais à quel prix? À quel prix ils ont avancé? N'oubliez pas ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo sur le fait que les Ukrainiens veulent avancer quoi qu'il en coûte. Je dis bien quoi qu'il en coûte.
et ils n'ont pas avancé vers la première ligne de front russe, hein. Ils sont toujours dans la zone grise. Alors la zone grise, ça veut dire que c'est des zones qui sont prises par les Ukrainiens et des fois qui sont reprises par les Russes. Donc effectivement, là, il y a eu quelques villages de pris par les Ukrainiens. Mais il suffit pas de prendre les villages, après, il faut garder la position. Voilà. Et pour garder la position, pour dire que c'est un territoire conquis, faut la garder plusieurs semaines, hein, pour dire que c'est un territoire conquis au minimum. Mais comme je vous l'ai dit, la stratégie russe, c'est de laisser les terrains dénudés comme ça, hein, là où étaient les Russes auparavant. Ils s'en vont, ils font une retraite. Ensuite, ils indiquent à l'artillerie, parce que c'est en général l'artillerie qui s'en occupe, la position où était le village, ou le terrain où ils étaient, et ça bombarde. Voilà. Ou alors, ils donnent la position à un K-52 ou à un Sukhoi 25. Voilà. Les Sukhoi 25, c'est les avions de combat anti-chars russes. Les Ka-52 Alligator sont les hélicoptères de combat russes aussi anti-chars. Le 5 juin, un radar américain utilisé par Kiev d'une valeur de 8 millions de dollars a été détruit par un drone dans le nord de l'oblast de Kharkov, près de la frontière russe, ce qui est une perte importante, d'autant que cela s'ajoute le même jour à la perte d'un Storm Shadow qui n'a pas explosé, mais s'est juste cassé en deux, certainement suite à un brouillage électronique russe. Et donc il tomba et le missile partiellement intact a été récupéré par les Russes pour étude. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu sur RT International. Le même jour, Kiev a détruit un dépôt de munitions dans la ville de Makiivka, ville qui jouxte celle de Donetsk, ce qui est une perte non négligeable pour les Russes, car ce dépôt de munitions était important par le fait qu'il était proche du front, donc bien pratique pour le réarmement des troupes russes. Donc là, on peut dire que c'est un succès côté ukrainien. Donc là, je vais vous lire un article très vite, hein, sur le déploiement des troupes russes en Ukraine qui a pris une autre dimension. Je vous lis ça très vite. Alors vous voyez sur Yahoo News qui reprend le journal Ukrainska Pravda, la Russie déploie plus de 180 000 soldats sur deux fronts de l'Est. Donc la Russie a déployé plus de 180 000 soldats sur le front de Liman, Kupiansk et Bakhmut. Bon, Liman c'est le nom en ukrainien, Krasny Liman en russe, mais il faut savoir que Liman se trouve entre Kupiansk et Bakhmut. Kupiansk c'est au nord de l'Ukraine, c'est dans la région de Kharkov. En région, c'est oblast en russe. Donc c'est dans l'oblast de Kharkov, Kupiansk. Voilà. Et donc Kupiansk, c'est tout au nord. Liman, c'est entre Kupiansk et Bakhmut. Bakhmut, vous savez où c'est. Maintenant, on appelle Bakhmut Artyomovsk, qui est le nom russe de Bakhmut, qui est le nom ukrainien. Voilà. Donc, vous voyez, plus de 180 000 troupes, plus de... Alors, sachant que c'est Ukrainska Pravda qui dit ça, comptez en réalité au moins 200 000 soldats. Parce qu'évidemment, n'oublions pas que les chiffres ukrainiens minimisent toujours. Toujours. Et là, on apprend quoi dans cet article? Qu'il y a environ 50 000 soldats russes sur le front uniquement sur Artyomovsk, c'est-à-dire Bakhmut. Donc ça, c'est quand même important. Alors là, étonnamment, le chiffre de 50 000 donné par les Ukrainiens correspond au rapport russe qui dit effectivement qu'il y a environ 50 000 soldats. Donc là, ça correspond parfaitement. Voilà. Je voulais vous montrer cet article pour vous montrer que là, c'est l'Ukraine qui dit ça. C'est pas les Russes. Et pourquoi, double raison pour laquelle je voulais montrer cet article, c'est que ces chiffres-là de plus de 180 000 soldats,
Voilà. Ça a été annoncé par Sergueï Shoigu en Russie. Donc, je voulais vous montrer ça, c'est parce que, encore une fois, je sais que je me répète, parce que je le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais c'est une énième preuve comme quoi les chiffres donnés par la Russie, officiellement, sont quasiment toujours les bons. Ils ne mentent jamais sur les chiffres. Ils ne mentent jamais. Alors, ils peuvent exagérer, mais franchement, je n'ai jamais eu aucune preuve comme quoi ils exagéraient. Alors, attention, je parle quand c'est le ministère de la Défense qui parle, quand c'est Sergei Shoigu qui parle, ou plus rarement Gerasimov. Alors par contre, évidemment, les blogueurs russes, eux, peuvent exagérer. Mais vous voyez pourquoi je vous montre cet article? Parce que cela démontre que les Russes, quand ils disent des chiffres comme cela, eh bien, ils ne mentent pas. Et c'est la grosse différence avec les Ukrainiens. Là, les Ukrainiens sont tellement à la ramasse, c'est tellement catastrophique, qu'ils en sont à dire la vérité et à reprendre les chiffres russes. Vous voyez? Ou à le constater eux-mêmes sur le terrain. Vous voyez? Et à mon avis, c'est un signe, parce qu'avant, ils ne disaient pas ce genre de choses. Et c'est un signe, parce que vous avez vu l'article du Washington Post de Zaloujny, où il disait c'est une catastrophe, moi si vous me donnez pas 100 000 obus par semaine, c'est fini, si vous me donnez pas les F-16, c'est fini, je peux pas gagner la guerre, il me faut je sais pas combien d'artillerie, il me faut je sais pas combien de véhicules blindés, de tanks, etc. Sinon je peux pas gagner la guerre. Bah là vous voyez, hein, c'est dans le ton. Ukrainska Pravda est dans le ton. Donc résumons, donc il y a plus de 180 000 troupes russes sur le front de Kupiansk, Krasny Liman et Artyomovsk, c'est-à-dire ex-Bakhmut. Donc comme c'est des chiffres ukrainiens mais qui correspondent à peu près aux chiffres russes, donc c'est-à-dire environ 200 000, donc ça veut dire par là qu'il y a une offensive russe qui se prépare au nord, parce qu'on n'amasse pas autant de troupes dans le nord pour qu'ils regardent le ciel. Donc il y aura bien une offensive russe et elle se fera dans le nord, ça je vous le garantis. Je vous le garantis que l'offensive russe, quand elle commencera vraiment, sera dans le nord. Voilà. Donc environ 200 000 soldats russes en réalité sur le front nord, sachant qu'en plus il y a entre 100 000 et 120 000 soldats russes dans la partie sud, soit en tout au minimum 280 000 hommes sur le front, en réalité plus de 300 000, normalement. Alors il y a tous les chiffres, hein, les 280 000 c'est le strict minimum, 300 000 c'est ce que je lis dans la plupart des rapports, il y en a qui disent 400 000. On va prendre 300 000 qui est à mon avis le chiffre le plus réaliste. Et il y aurait entre 550 000 et 600 000 hommes en tout et pour tout en tant que soldats russes en Ukraine de l'Est. Alors pareil, j'ai tous les chiffres. Colonel McGregor lui dit plus de 700 000. Il y en a qui disent 800 000. Alors des blogueurs russes, hein, bien sûr, j'ai tous les chiffres. On va dire que le chiffre le plus raisonnable, parce qu'il faut quand même les hommes, la logistique, les administratifs, etc. Bon, bref, tous ceux qui n'ont pas un fusil dans les mains ou qui sont dans des tanks, 600 000 me semble, voilà, c'est le chiffre, la moyenne que je lis le plus souvent. Donc voilà. Donc en gros, ça ferait 300 000 hommes sur le front qui se battent et 600 000 hommes en tout et pour tout russes en Ukraine. Voilà. Alors, autre information, la guerre électronique bat son plein, hein, plus que jamais, puisque les Russes interceptent les communications des troupes ukrainiennes et brouillent leurs bombes guidées par GPS selon des experts. Alors, je vais vous montrer un petit article que je vais lire vite fait, qui est très intéressant à ce sujet. Donc là, l'article est de Business Insider Pays-Bas. Que lit-on au 3 juillet?
Les guerriers électroniques russes interceptent les communications des troupes ukrainiennes et brouillent leurs bombes guidées par GPS selon des experts. La guerre électronique est une composante omniprésente, quoique moins visible, des combats entre la Russie et l'Ukraine. La Russie en particulier a mené une importante campagne de guerre électronique contre les forces ukrainiennes. Le brouillage russe semble affecter les communications de l'Ukraine et les armes fournies par les États-Unis selon les experts. Le brouillage russe est devenu si efficace que l'Ukraine, ainsi que les États-Unis et l'OTAN, ne peuvent plus supposer que les bombes planantes Joint Direct Attack Munition et autres armes intelligentes atteindront leur cible. C'est la conclusion d'une analyse du Royal United Services Institute britannique. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est l'Institut britannique royal de l'étude de la guerre dont je vous parle assez souvent. En anglais, c'est le RUSI. Le brouillage n'empêche pas les JDAM. JDAM, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, les Joint Direct Attack Munitions, c'est les bombes planantes. Le brouillage n'empêche pas les JDAM de fonctionner, mais il met en péril leur exactitude, selon le chercheur de RUSI. Vous voyez le RUSI dont je vous parlais, Thomas Withington. Alors que les mises à niveau anti-brouillage des bombes planantes peuvent atténuer le problème, les systèmes de guerre électronique russes peuvent simplement noyer le signal du GPS des satellites. Le problème pourrait bien être la puissance même du signal de brouillage qui peut être utilisé, a déclaré Withington. L'avertissement intervient après que des documents du Pentagone divulgués en avril ont révélé des inquiétudes quant au fait que le brouillage russe réduisait la précision des armes guidées américaines, y compris les fusées JDAM. Alors, JDAM, c'est encore une fois, c'est pas les fusées, c'est les bombes planantes et les HIMARS. Mais ça, vous le savez, ça fait maintenant 1 an qu'on vous dit que les HIMARS sont brouillés par les systèmes russes et qu'environ 90%, voire même plus des HIMARS, quand ils atteignent un système de brouillage russe, n'atteignent pas leur cible. L'effet des JDAM est particulièrement important car il s'agit sans doute de la bombe intelligente la plus simple et la plus rentable. Vous voyez, on parle bien de bombes intelligentes et non pas de missiles. En attachant des ailerons à un système de guidage GPS à des bombes stupides, c'est-à-dire des bombes par gravité, bon marché et démodées, l'Ukraine pourrait produire des armes guidées à longue portée à une fraction du coût des munitions spéciales à guidage de précision qui sont rares. Les bombes JDAM Extended Range envoyées en Ukraine auraient une portée allant jusqu'à 50 miles. Je ne sais pas, peut-être que ça fait 60 km, 70, je ne sais pas exactement. Permettent aux avions de lancement de rester en toute sécurité hors des portées des défenses aériennes russes. Alors ça, c'est ce que fait la Russie par contre. Ces munitions guidées par GPS offraient initialement à l'Ukraine l'espoir de compenser la supériorité russe en main-d'œuvre et en armement. En effet, l'HIMARS s'est avéré crucial dans la contre-offensive limitée de l'Ukraine à l'été 2022, alors que des roquettes ont dévasté le quartier général et les dépôts d'approvisionnement russes. Que la Russie développe des contre-mesures ne devrait pas être surprenant. Toutes les armes finissent par perdre de leur efficacité à mesure que l'ennemi s'adapte. Ce n'est pas non plus un secret que l'armée russe, comme son prédécesseur soviétique, a consacré beaucoup d'efforts au développement d'une variété de systèmes de guerre électroniques. En particulier, Withington a signalé que les R-330ZH Zytel de l'armée russe, un système de brouillage mobile monté sur camion spécialement conçu pour perturber les communications GPS et par satellite dans les bandes de fréquence de 100 MHz à 2 GHz. Les signaux des satellites GPS américains utilisés par les kits JDAM sont transmis sur des bandes de fréquence de 1,164 GHz à 1,575 GHz selon Withington.
Ceux-ci tombent carrément dans la zone de chaleur. C'est la traduction Google. Alors, ceux-ci tombent carrément dans la zone de brouillage du R330ZH. C'est-à-dire que les signaux satellites GPS utilisés pour les JDAM tombent pile dans les fréquences de brouillage russe. C'est-à-dire que, en gros, les Russes ont certainement développé ce R330 spécifiquement pour contrer justement les GPS américains. Voilà. Ça, vous voyez, c'est le matériel russe de brouillage des GPS. Et avec ça, ils peuvent même brouiller des satellites. Je vous avais déjà fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Withington prétend avoir vu des documents officiels qui placent la gamme des R330 à 10,6 miles. Alors, je ne sais pas comment ça fait en kilomètres. Bon, bref, un brouillage extrêmement important. C'est notablement plus fort que la force du signal GPS arrivant de l'espace, a-t-il noté. De plus, le récepteur GPS est proche de l'antenne de brouillage du R330. De plus, plus le récepteur du GPS est proche de l'antenne de brouillage, plus le signal du brouillage devient fort. Ça, c'est une évidence. En théorie, la mise à niveau du module anti-usurpation de disponibilité vers le JDAM au début des années 2000 devrait garantir que JDAM ne répondra qu'aux signaux militaires chiffrés. Cependant, les brouilleurs russes peuvent toujours être en mesure de perturber les signaux grâce à des faisceaux de brouillage de pure force brute, a déclaré Withington. La Russie pourrait également intercepter les signaux M-code, c'est-à-dire des signaux cryptés, et les retransmettre avec de légères modifications au JDAM, faisant perdre l'exactitude de la bombe. Les efforts visant à contourner les interférences russes en utilisant les signaux de plusieurs satellites GPS pourraient à leur tour être contrés en utilisant plusieurs brouilleurs. Les efforts de la Russie contre les GPS font partie d'une campagne massive de guerre électronique qui a également perturbé les communications radio-ukrainiennes et les opérations de drones. Je vous rappelle que le RUSI, c'est-à-dire le Royal Institute britannique, avait dit que les Russes compteraient environ 10 000 drones par mois. Vous imaginez 10 000 drones par mois ukrainiens. Les forces russes emploient désormais environ un système majeur de guerre électronique par 10 km de façade, généralement situé environ à 7 km de la ligne de front. C'est-à-dire à 7 km de la ligne de front, il y a un système de brouillage russe tous les 10 km. Voilà. Donc selon un rapport récent de la RUSI sur les tactiques russes. Ce brouillage a contribué à un taux de perte de drones ukrainiens selon le RUSI qui estime à 10, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, à 10 000 drones par mois. Vous voyez, c'est confirmé, reconfirmé. Alors je vais vous mettre le lien dans la description, je ne vais pas tout vous lire. Là, je vous en ai lu pas mal parce que vous avez vu que c'est extrêmement important comme article. Ça vous donne la puissance des brouillages russes qui font la misère aux Ukrainiens. C'est pour ça que les Ukrainiens sont vraiment dans un état catastrophique. Donc c'est un article un peu long, un peu technique, certes, mais très important à vous montrer. Alors maintenant, comme prévu, Kiev change le récit en disant avoir besoin d'une armée de l'air. Alors évidemment, on en revient toujours au F-16. Non seulement l'entretien récent et dissident d'Arestovitch, qui est l'ancien conseiller principal militaire de Zelensky, que j'ai lu dans un journal ukrainien où il a ridiculisé l'hypocrisie de l'OTAN qui s'attend à ce que l'Ukraine fasse d'énormes progrès sans couverture aérienne, contrairement aux propres doctrines de l'OTAN qui en réclament toujours une. Mais maintenant, un nouvel entretien avec le général Zaloujny refait apparemment surface par des commentaires, mais jamais par des entretiens vidéo. Ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment avec
Zaloujny avec le Washington Post. Donc vous voyez, il y a Arestovitch qui était l'ancien conseiller militaire de Zelensky qui est devenu persona non grata en Ukraine parce que les critiques qu'il avait faites sur l'armée ukrainienne étaient énormes, alors que pourtant Arestovitch c'était un des piliers de Zelensky pendant des mois et des mois. Hein, c'était un des piliers. Lui, c'est le premier à avoir dit cela. Il a été viré par Zelensky alors qu'il disait simplement la vérité. Hein. Là, il y a Zaloujny qui dit la même chose qu'Arestovitch. Zaloujny, lui, reste parce que Zelensky ne peut pas virer tout le monde. Je vous rappelle que Zelensky voulait virer, après avoir viré Arestovitch, son conseiller, il voulait virer Zaloujny, il voulait virer le ministre de la Défense et mettre à la place le directeur du SBU. Voilà. Le général Sirski, c'est-à-dire le général en chef des forces terrestres ukrainiens, devait remplacer Zaloujny. Et Boudanov, le directeur du SBU, devait remplacer le ministre de la Défense ukrainien. Voilà comment ça devait se passer, puisque Zaloujny devenait un traître en contredisant directement Zelensky quant aux offensives ukrainiennes. Mais pourtant, bon, il reste là. Mais franchement, moi, j'ai aucune preuve encore réelle comme quoi Zaloujny est bien là. Hein. Ce ne sont que des écrits. Hein. Avant, on le voyait hein, régulièrement. On verra, on verra. Bon, bref, donc là, je vais pas vous refaire le coup de Zaloujny de ce qu'il a dit, le coup des F-16. Par contre, je vais quand même parler des F-16 plus en particulier quand même. Parce que les F-16, j'adore. Parce que, en gros, l'Ukraine dit, bon, via la bouche de Zaloujny, mais Zelensky le dit aussi, il dit, il faut des obus, hein, 100 000 par mois, et des F-16. Alors bon, les obus, on en a déjà parlé de long en large, mais les F-16, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Alors les États-Unis, bon, euh, essayent à contre-cœur d'envoyer des F-16, mais bon, vraiment à contre-cœur. Pourquoi? Parce que les F-16, c'est un avion extrêmement fragile qui demande une énorme maintenance technique et en plus qui ne peut décoller et atterrir d'ailleurs que sur des pistes parfaitement propres. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Les Ukrainiens n'ont pas de personnel où il y a une vingtaine d'hommes voilà, qui inspectent toute la piste pour les avions tout le temps. C'est pas possible. Parce que chaque piste doit être inspectée avec une vingtaine d'hommes à peu près. Voilà pour qu'il n'y ait aucun boulon qui ne soit par terre, etc. Parce que les avions occidentaux sont extrêmement fragiles, contrairement aux avions russes qui sont rustiques, qui peuvent atterrir ou décoller sur des pistes qui n'ont pas été revues au préalable. Voilà, ça c'est une grosse différence. Mais en plus, la maintenance des F-16 est un cauchemar. Et je parle à un F-16 aux États-Unis. Hein. Imaginez-vous un F-16 en Ukraine. Ça demande des centaines de techniciens experts de F-16 sur place, sans compter les pièces de rechange. C'est strictement impossible. Et imaginez-vous les États-Unis. Ils envoient allez, en imaginant que magiquement, ils donnent une vingtaine de F-16 et que magiquement, il y ait une vingtaine de pilotes. Voilà, capable de piloter les F-16 de manière correcte. Imaginez-vous, allez, dans le meilleur des mondes. Imaginez-vous si tous les F-16 ou une grosse partie des F-16 sont éliminés par les systèmes antiaériens russes. Quelle va être la réputation de cet avion très populaire, le plus vendu du monde, le plus populaire du monde? Vous imaginez un peu la réputation des États-Unis si tous les F-16 sont descendus? Et les F-16 seront descendus si jamais ils sont présents. Car les F-16, ben, ils n'ont rien de particulier. Absolument rien. Ce sont de vieux avions. Très vieux avions. Alors certes, ils ont été mis à jour,
mais ça reste de très vieux avions structurellement. Donc même en les mettant à jour, ce sont d'excellents avions quand c'est contre des pays qui n'ont quasiment pas de système antiaérien, et encore, si les pays ont l'équivalent des Stinger, c'est-à-dire des systèmes portables antiaériens, les F-16 sont mal, hein. Ils sont mal. Alors imaginez-vous avec de vrais systèmes antiaériens, du style Pantsir, du style S-300, S-400 russe, du style Buk M3. Mais ces F-16 vont être descendus de très loin et ils n'auront aucune chance. Un F-16, en aucun cas, ne peut éviter un S-300, par exemple. Voilà, ou s'il a vraiment de la chance. Je parle des S-300 russes, hein, les derniers, les mises à jour, hein, pas les S-300 soviétiques qui ont 40 ans, côté ukrainien, hein, évidemment. Hein. Je vous parle des... Parce que les S-300, c'est comme les F-16, hein, ça n'arrête pas d'être mis à jour. Hein. Il y a plein de versions côté russe. Hein. Donc, c'est pour ça que les États-Unis hésitent, ils sont perdants sur tous les tableaux. Alors déjà, ils perdent au niveau du coût, parce qu'un F-16 coûte une fortune. On perd un pilote. Oui, parce que un F-16 qui est attaqué par un missile, le pilote, il peut pas, quoi. Il a peu de chances d'être encore vivant, hein, même en s'éjectant. Hein. Bon, bref. Donc on perd un avion, on perd un pilote et la réputation. La réputation, c'est comme les Léopard 2 qui se sont fait tellement détruire. En gros, ils sont aussi facilement destructibles que n'importe quel autre char, hein, qu'un T-64 ou autre. Hein. Ça, on l'a vu. Hein. Les Lancet 3, même moi, mon grand étonnement, je ne le pensais pas. Hein. Mais les Lancet 3, bon, c'est eux qui font le plus de mal aux Léopard 2. Hein. C'est eux qui ont causé le plus de dégâts. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les F-16. Sergei Shoigu, ministre de la Défense, a révélé que tous les Léopard 2 livrés par le Portugal et la Pologne ont été détruits. Ça ne veut pas dire tous les Léopard 2 livrés. Hein. Là, il parle juste ceux qui ont été livrés par la Pologne et le Portugal. Aussi, les drones Lancet 3, dans la dernière version de 6 kg de charge d'explosives, sont très efficaces contre les Léopard 2. C'est ce que je viens de vous dire. Si la tourelle est touchée par le haut. Voilà. Donc si la tourelle est touchée par le haut. Donc le tank n'est pas détruit, mais il devient inutilisable. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que les nouveaux Lancet 3 peuvent pas détruire complètement un char Léopard 2, mais le rendre inutilisable. Ce qui revient au même, parce qu'il devient immobilisé sur le terrain. C'est pour ça qu'on voit des tas des Léopard 2 sur le terrain. Puisque une fois que la tourelle est touchée et elle est détruite, le Léopard 2, bah, évidemment, il est complètement inutilisable. Donc il ne va pas se balader sur le terrain complètement désarmé. Je vous rappelle que les caméras des chars sont sur les tourelles. Hein. Je vous le rappelle. Donc une fois que la tourelle est touchée, que la tourelle est plus ou moins détruite, il n'y a plus de caméra. Hein. Donc en gros, le char est inutilisable, il est laissé sur le terrain. Donc toujours Shoigu, en réunion avec Vladimir Poutine, a annoncé qu'il embauchait 1300 hommes environ par jour dans l'armée russe. C'est énorme, il y a tellement de volontaires russes qu'ils arrivent à embaucher 1300 hommes par jour. C'est colossal. C'est colossal. 1300 hommes par jour. Et j'ai même lu avec un pic de 1400 à 1500 hommes par jour, selon les jours. Donc on pourrait même dire que 1300 hommes, c'est un minimum par jour. Ça, c'est ce qu'a déclaré Shoigu à Vladimir Poutine en direct. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce qui est dit par Shoigu. Mais voilà, ça semble vraisemblable. N'oublions pas les chiffres que je vous ai donnés précédemment quant aux forces russes sur le front. Je vous ai dit environ 600 000 hommes. C'est énorme. Le New York Times dit que les États-Unis vont envoyer des bombes à sous-munitions à l'Ukraine. On en vient au titre de la vidéo. Malgré le refus de l'Allemagne. L'Allemagne a dit non.
Pourtant, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé que l'Allemagne n'avait pas son mot à dire et que les États-Unis enverraient de toute manière les bombes. Alors ça, c'est la preuve ultime que l'OTAN, c'est les USA et point barre. Vous voyez, l'Allemagne a dit non, faut pas envoyer de bombes à sous-munitions à l'Ukraine. Et Stoltenberg, devant les caméras du monde entier, dit que l'Allemagne n'a pas son mot à dire et que les États-Unis allaient livrer voilà, des bombes à sous-munitions, les cluster bombes en anglais, à l'Ukraine malgré tout. Bon, là, voilà, ça vous montre que les États-Unis sont les chefs suprêmes de l'OTAN et que les autres pays ne sont que des vassaux serviles, bien obéissants. Et là, c'est mis en la pleine face du monde. C'est assez rigolo. La centrale de Zaporojie. On en vient à la centrale de Zaporojie, bien évidemment. Alors, rappel des faits. La centrale de Zaporojie a été occupée par les Russes dès le début de l'invasion. Et il y a eu des combats. Hein. Il y a eu des combats, puisqu'il y avait des troupes ukrainiennes à côté de la centrale. Il y a eu des combats pour que les Russes prennent le contrôle de cette centrale. Alors, je rappelle que la centrale de Zaporojie est dans l'oblast de Zaporojie, c'est-à-dire qu'on est dans la Fédération de Russie. On est sur le territoire russe. Voilà. Je le rappelle comme ça. Et les Ukrainiens disent que les Russes s'auto-bombardent. Encore une fois, c'est la même rengaine depuis l'année dernière, alors qu'il y a des troupes russes à l'intérieur, qu'il y a des employés ukrainiens et russes qui y travaillent, qu'il y a un groupe de l'AIEA en permanence dans la centrale de Zaporojie. Et les Russes, les Ukrainiens disent qu'ils s'auto-bombardent. Et les gens de l'AIEA ne disent rien. Voilà. Bon, la nouvelle version, évidemment, c'est que les Ukrainiens disent qu'il y avait des mines dans le système de refroidissement de la centrale. L'AIEA dit non, c'est pas vrai. Alors maintenant, les Ukrainiens disent qu'il y a des mines sur le toit de la tranche numéro 4 et la tranche numéro 3 de la centrale nucléaire. Mais il y a eu les images satellites demandées par l'AIEA et il n'y a aucune mine qui a été vue par les satellites. Donc l'AIEA a dit non, nous ne voyons toujours pas de mine, on n'a pas eu accès au toit, mais les images satellites le montrent. Donc là, c'est un grand coup quand même de l'AIEA. Hein. L'AIEA se rebelle. Pourtant, c'est l'AIEA, on va dire, est contrôlée totalement par l'Occident. Hein. Le bloc de l'Est n'a rien à voir à faire avec l'AIEA. Hein. Bah oui, parce que je vous rappelle que l'AIEA, depuis le début, depuis l'année dernière, qui est dans la centrale de Zaporojie, imaginez-vous si effectivement les Russes s'auto-bombardaient, si les Russes s'auto-bombardaient vraiment, ou voulaient vraiment détruire la centrale de manière active, visible, au sein de la centrale, vous imaginez bien que l'AIEA se serait empressée de dire au monde entier que les Russes sont un danger, qu'ils veulent faire sauter la centrale. Bah oui, l'AIEA, ne l'oublions pas, est une entité occidentale contrôlée par l'Occident. En gros, par Washington, hein. Parlons le vrai. Et par l'Union européenne. Parlons le vrai. Donc si l'AIEA ne dit rien malgré tout contre les Russes, imaginez-vous un petit peu la situation si les Russes effectivement montraient des signes comme quoi ils voulaient faire exploser la centrale. Grossi, le PDG de l'AIEA, ce serait quoi, le directeur, se serait empressé de le dire au monde entier. Le fait qu'ils disent rien, déjà, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit que les Russes sont totalement innocents, bien évidemment. Et là, le fait que l'AIEA est de plus en plus rebelle et commence à dire non, bon, faut arrêter les conneries. Bien sûr que les Russes ne font rien. Bien sûr que c'est les Ukrainiens. Ils le disent pas comme ça, mais dans les rapports, on lit entre les lignes et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Faut pas l'oublier. Donc, et là, tout dernièrement, Boudanov, le directeur du SBU, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de faire une déclaration
comme quoi, ah ben maintenant nos services secrets ukrainiens disent que il y a moins de menaces au niveau de la centrale de Zaporozhye qu'avant, il y a moins de menaces, ça va mieux. Vous voyez un peu comment Boudanov, le directeur de la SBU, dit au début, oh là là, ils vont faire exploser la centrale, ils ont mis des mines dans le système de refroidissement. Ah là là, ils vont faire exploser la centrale parce qu'ils ont mis des mines sur le toit. Il fallait bien qu'ils changent de localisation pour donner une excuse au fait que l'AIEA n'a pas des yeux partout. Comme l'AIEA a dit que pour la centrale de refroidissement, non, catégoriquement, il n'y a pas de mine. Donc ils ont dit maintenant c'est sur le toit. Après, ce sera sous terre, à 10 mètres en dessous de la centrale, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le SBU va inventer. Donc, mais malheureusement, sur le toit, il y a eu les images satellites. En plus, les Ukrainiens sont tellement stupides, ils précisent sur le toit de la tranche numéro 3 et de la tranche numéro 4. Ils donnent des indications en plus. Donc, par satellite, eh ben, on a pu regarder très exactement, il n'y avait rien. Vous voyez? Alors, alors comme à chaque fois leur bluff tombe à l'eau, ils changent d'histoire à chaque fois. Et là, comme ça tombe vraiment à l'eau, et à mon avis, parce que Washington a dû dire à Zelensky, bon, calme-toi là, parce que nous, on veut quand même pas d'une explosion de la centrale nucléaire. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a quand même la fondation Bill et Melinda Gates qui a investi des milliards et des milliards d'euros, de dollars, pardon, pour acheter des dizaines de milliers d'hectares d'agriculture arable en Ukraine depuis des années. Il y a quand même l'Open Society de George Soros qui a aussi acheté énormément d'hectares en Ukraine. Il y a BlackRock qui est censé empocher l'argent de l'Union européenne, environ 900 milliards d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc si tout est contaminé, bah, la reconstruction de l'Ukraine n'est pas possible. Ça veut dire que BlackRock n'empocherait pas l'argent. Et BlackRock étant au sommet de la pyramide avec quelques banques de l'État profond, vous vous doutez bien que ça ne les arrange pas. Donc le bluff n'a pas marché de Zelensky. Et comme le bluff n'a pas marché, parce que Washington a certainement dit, ce n'est que mon opinion, a certainement dit, bon là, bon c'est bon, tu te calmes maintenant, parce que nous on a des intérêts en Ukraine. Il ne faut pas oublier que pour nous, l'Ukraine est un territoire stratégique. Tu ne vas pas le contaminer. On a quand même beaucoup de biolabs en Ukraine, à nous, les Américains. On a quand même beaucoup de gens en Ukraine, de l'OTAN, à nous, secrètement. On a quand même beaucoup de gens de la CIA, à nous, là-bas aussi. Et puis, encore une fois, on a des intérêts. Donc, tu vas te calmer et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Boudanov, le chef du SBU, ah ben non, mais maintenant, mes services secrets me disent que ça va mieux. Donc quoi? Comment ça va mieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services secrets ukrainiens ont vu des soldats russes monter sur les toits de la tranche 4 et 3 et enlever les mines. Ouais, ils les ont vus. C'est quoi cette explication à 2 balles? Voilà, et voilà. Donc c'est typiquement ukrainien. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, bref. Alors en plus, le fait que Boudanov intervienne pour dire que les services secrets ont déclaré que la centrale de Zaporozhye était moins menacée par les Russes qu'auparavant, comme par hasard, ça tombe juste avant le sommet de Vilnius, qui se tiendra le 11 et 12 septembre, et qui est très important pour Zelensky, qui doit montrer à tous le besoin crucial d'armement pour l'Ukraine. Donc ça ferait tâche de faire exploser la centrale de Zaporozhye voilà, avant Vilnius. Voilà. Alors encore une fois, je vous mets les liens dans la description pour que vous ayez toutes les sources de tout cela. Je ne vais pas à chaque fois vous montrer
les articles, hein, mais bon, voilà. Je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous voyez les articles. Voilà, alors cela dit, revenons aux faits quand même précédents sur le coup que est-ce que c'est l'Ukraine, est-ce que c'est les Russes qui bombarderaient la centrale de Zaporojye. Je vous rappelle quelques faits que je vous ai d'ailleurs rappelé déjà à maintes reprises. Nous avons les États-Unis qui reconnaissent le caractère terroriste de Kiev et à de multiples reprises. Les États-Unis ont reconnu la faute à Kiev pour le pont de Kerch, voilà, acte terroriste. Le meurtre de Dalia Dugina, acte terroriste. Le meurtre du blogueur pro-russe Tatalski. Les actes terroristes dans l'oblast de Belgorod par les deux factions néo-nazis qui partaient de la capitale Kiev, et surtout avec des véhicules militaires américains. Et tout ça, ça a été dénoncé par les Américains eux-mêmes, en disant non, non, c'est bien les Ukrainiens, on confirme. Donc les Ukrainiens, pardon, les États-Unis eux-mêmes reconnaissent que Kiev est un État complètement terroriste qui font des actes terroristes. Voilà. Que les Ukrainiens font des actes terroristes. Voilà. Et en plus, sans oublier le pire, la destruction des Nord Stream 1 et 2 qui aurait été faite par l'état-major ukrainien, c'est-à-dire par Zaloujny. Voilà, sans que Zelensky soit au courant, bien sûr. Ça, c'est ce que dit Washington. Donc Washington, à chaque fois, accuse l'Ukraine, qui sont censés être les gentils, les bons. Voilà. Donc, voilà. Et pourtant, les médias occidentaux ne blâment pas l'Ukraine sur les Nord Stream. Le meurtre de Dalia Dugina, le blogueur Tatalski, on n'en parle pas, ça. Ils en ont parlé une fois en disant « Ah ouais, il y a un acte terroriste par les Ukrainiens, point barre, hop, c'est terminé, c'est oublié. » Et les Nord Stream, on n'en parle plus des Nord Stream. Et pourtant, là, bon, on sait très bien que c'est les États-Unis qui ont fait exploser les Nord Stream. On sait très bien que les États-Unis essayent de se dédouaner en accusant la pauvre Ukraine, parce que l'Ukraine n'a rien à voir à faire avec les Nord Stream. Mais bon, voilà. Mais en tous les cas, Washington, voilà, maître des médias occidentaux, a dit que c'était les Ukrainiens. Voilà. Donc, et pourtant, on se pose encore, quoi. Les médias font semblant de se poser des questions sur qui bombarde la centrale de Zaporojye. Mais bien sûr que tout ça est une farce, tout ça est une mascarade, c'est du théâtre. Et les gens jouent leur rôle de comédien. Je parle des médias occidentaux, c'est-à-dire ils jouent leur rôle, comme des bons comédiens serviles qu'ils sont. Voilà. Alors maintenant, la question sera à savoir si les États-Unis contrôlent vraiment bien parfaitement Kiev. Des fois, j'ai des doutes, hein. Des fois, j'ai des doutes. Parce que là, les États-Unis viennent de montrer leur mécontentement sur le fait que l'Ukraine a saboté l'énorme pipeline d'ammoniac qui a un rôle majeur dans les fertilisants, donc dans la vente de graines à l'international. Et là, ça pose un gros problème, là. Parce que là, les Russes ne vont pas renouveler leur contrat pour la vente de graines à l'international en partance de l'Ukraine. Et ça se finit le 17 juillet. Donc là, les États-Unis sont en train de pleurer auprès des Russes, présentement, avec l'Union européenne, pour dire ah, s'il te plaît, vas-y, continue, malgré tout, oui, les Ukrainiens ont fait sauter le pipeline d'ammoniac, c'était vraiment pas bien, ça on le dénonce. Donc les États-Unis, encore une fois, dénoncent l'acte terroriste ukrainien du pipeline d'ammoniac, qui est le plus grand du monde, je le rappelle, qui a fait une catastrophe écologique énorme en Ukraine. En Ukraine. Et là, on se pose toujours des questions sur la centrale de Zaporojye. Oh, qui ça peut être? Les Russes, les Ukrainiens? Ah, on ne sait pas. Qui sont les terroristes dans cette affaire? On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. J'aime bien, les Ukrainiens ont fait je ne sais pas combien d'actes terroristes
devant la face du monde entier. Les Russes n'en ont jamais fait, pas un seul acte terroriste, et pourtant on se pose des questions, ah, qui a fait quoi? Vous voyez la mascarade, l'énorme farce qui devient pathétique, absolument pathétique à la face du monde. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a de plus en plus de pays qui adhèrent aux BRICS. Maintenant, vous avez la réponse. L'Occident est ridicule et pathétique. Donc le monde entier le voit bien. Alors il y a aussi un autre fait étonnant. Les morts ukrainiens sont si nombreux que les cimetières doivent s'agrandir, les cimetières ukrainiens doivent s'agrandir considérablement et les anciens morts doivent être déterrés pour laisser la place aux nouveaux morts. Je vais vous montrer un article du New York Times très intéressant. Voilà un article du New York Times qui montre bien le désespoir du peuple ukrainien et on le voit dans leur cimetière qui est complètement débordé. Hein. Il y a même eu des fossoyeurs ukrainiens qui disaient qu'ils devaient avoir des vélos électriques pour aller d'un endroit à un autre du cimetière, tellement le cimetière était devenu grand. Donc ça, c'est ce que disaient des journalistes dans Ukrainska Pravda qui l'admettaient eux-mêmes. Donc là, l'article du New York Times dit « Creuser de vieilles tombes pour faire de la place aux soldats récemment tombés. Les funérailles ont pris une sombre routine dans la ville ukrainienne de Lviv, alors que les combats s'intensifient pendant la contre-offensive. Les fossoyeurs disent qu'ils se préparent à plus de corps. Depuis près de 15 mois, les corps des soldats tombés au combat remplissent régulièrement un cimetière militaire à flanc de colline dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui, les vieilles tombes anonymes de ceux qui ont été tués dans les guerres passées sont exhumées pour faire place au flux permanent, apparemment sans fin, de morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. » Vous voyez là, dans cet article déjà, que je ne vais pas vous lire entièrement, qui date du 19 juin, cela montre quand même le nombre de morts effroyable côté ukrainien. Là, on le voit dans les cimetières et c'est dit par le New York Times. Voilà. Donc maintenant, il y a la réalité. Là, par exemple, le New York Times, ce qui est dit ici et ce que dit le gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien, eux, ils disent voilà, qu'ils ont eu assez peu de morts, pas tant que ça, en tout cas beaucoup moins que les Russes. C'est ce que dit officiellement le gouvernement ukrainien. Bon, bref, passons. Alors, de plus, selon Scott Ritter, les Ukrainiens ne ramassent pas les corps de leurs soldats car trop coûteux en hommes et en énergie, mais aussi permet de diminuer considérablement le nombre de morts officiels, déclarés officiellement, et d'éviter de donner des pensions d'État aux familles endeuillées. Rien de nouveau de ce qu'a déclaré Scott Ritter. Ça, c'est ce que je vous dis depuis un an. Donc, rien de nouveau. Hein. On sait bien qu'ils ne ramassent pas les corps. Bah, déjà, parce que militairement, c'est quand même dangereux. Deuxièmement, ça permet d'éviter un décompte terrible de nombre de morts ukrainiens. Et là, le troisième État, c'est le troisième fait, c'est que ça évite de donner des pensions d'État aux familles endeuillées. Donc c'est bien pratique pour le gouvernement ukrainien. Autre information, les Léopard 2 et les Challenger 2 ainsi que les Bradley allaient tout changer d'après ce que disait le gouvernement de Kiev l'année dernière. Alors ils étaient des véhicules qui allaient changer la donne. Toute la supériorité du matériel occidental était là, étalée devant la face du monde, et comme ils étaient bien supérieurs à l'armement russe et aux véhicules russes, ça allait changer la donne. Pourtant, les fameux Léopard version 2A6, qui soi-disant étaient ce qui se faisait de mieux en char, étaient aussi facilement détruits que n'importe quel autre char. Pour les Challenger 2, pourtant les tout premiers chars fournis, eh bien, ils ne furent même pas utilisés aux dernières nouvelles. Pour les Bradley, ces véhicules blindés d'attaque qui étaient considérés comme les meilleurs du monde dans leur catégorie se révélèrent fragiles et le moindre drone kamikaze russe avec seulement 3 kg de charge pouvait les détruire.
Et je ne vous parle pas du 10 AMX, du AMX 10 RC français, qui furent les plus fragiles de tous, et que les Ukrainiens ne veulent plus utiliser. Les chiffres de destruction furent catastrophiques, et cela fut même reconnu par les médias occidentaux, mais après un mois d'offensive. Les vidéos montrant ces destructions sont si nombreuses qu'il était impossible à cacher. Le problème est que les vidéos montrant des chars et des véhicules blindés russes détruits étaient rares. Donc il y avait très peu de vidéos montrant des chars et des véhicules blindés russes détruits. Sans compter qu'aucun avion et qu'aucun militaire de combat russe ne furent abattus par les Ukrainiens. Qu'en est-il maintenant de la réputation du matériel occidental? Donc à l'international, ça en prend un grand coup, hein, la réputation. Même s'il faut le rappeler que les matériels occidentaux, donc Bradley, Léopard 2A6, etc., Challenger 2, sont de très bons matériels. Faut quand même le rappeler, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais matériels, mais c'est juste pour rappeler qu'un tank ou un véhicule blindé n'est pas la panacée, ne change pas la donne. Comme cela a été dit par certains experts, ce qui compte dans une guerre classique terrestre, c'est le nombre. C'est le nombre. C'est ça qui fait toute la différence. Donc là, le nombre de soldats capables de piloter des tanks, des véhicules blindés, il faut avoir le nombre de ces gens-là, des gens bons, confirmés, et le nombre de tanks et de véhicules blindés qui va avec. C'est ça qui compte, le nombre. D'après le New York Times du 6 juillet, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a dit lors d'une conférence que Prigojine est à Saint-Pétersbourg en Russie et que peut-être il serait allé à Moscou. Le président biélorusse affirme que M. Poutine n'est pas si malicieux et vindicatif pour qu'il fasse tuer Prigojine. Ça, c'est son avis. Enfin, il ajoute que Prigojine est libre. Cela contredit les propos d'État russes annoncés il y a peu sur le fait que Prigojine ne pouvait être libre que s'il était en dehors de la Russie. Bref, les annonces de M. Loukachenko posent plus de questions que de réponses. C'est le mystère complet concernant Prigojine. Apparemment, l'opulente maison de Prigojine à Saint-Pétersbourg a été perquisitionnée par les Russes et on a trouvé énormément de liquidités, d'armes, de drogue et de perruques. Parce que oui, Prigojine se baladait souvent avec une perruque pour être incognito. Voilà. Un membre du Pentagone affirme que Prigojine n'a jamais été en Biélorussie, mais avait été en Russie juste après le coup d'État. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais quitté la Russie en réalité. L'Allemagne a accusé le président ukrainien Zelensky d'avoir orchestré une attaque délibérée contre un pipeline d'ammoniac. Ça, c'est ce que je vous avais dit précédemment, mettant en péril un accord sur les céréales négocié par l'ONU et provoquant la colère de l'Allemagne. Le ministère allemand de la Défense soupçonne l'implication ukrainienne, laissant les alliés furieux et le monde remettant en question les actions de Zelensky. Ça, j'ai appris ça dans Der Spiegel. Donc l'Allemagne, donc avec Washington, accuse le président Zelensky d'avoir explosé le pipeline d'ammoniac. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé du pipeline d'ammoniac saboté par les Ukrainiens? C'est comme la centrale de Zaporozhye. Les médias ils disaient mais pourquoi les Russes ont fait exploser leur propre pipeline? Vraiment les Russes, ils font n'importe quoi. Voilà. Donc c'est très drôle parce qu'on en revient toujours à la même mascarade et à la fin des fins, c'est toujours les Ukrainiens les terroristes. À la fin des fins, les Occidentaux sont obligés à chaque fois d'admettre que ce sont les Ukrainiens qui font cela. Toujours, toujours, toujours. Pour le barrage de Karovka, qui a fait une inondation terrible, un désastre écologique, et a mis en danger la centrale de Zaporozhye du fait du refroidissement qui devient précaire.
les médias disaient mais c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Et au bout d'un moment, il y a quand même le Washington Post qui a dit, je vous rappelle qu'en novembre 2022, on avait fait un article qui montrait que l'Ukraine se vantait d'avoir tiré des missiles HIMARS sur le barrage de Karovka. Voilà. Donc voilà, toujours, 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 c'est toujours les Ukrainiens. Ça a toujours été dit quelque part, bon, sauf sur le pipeline d'ammoniac, mais à la fin des faits, on accuse toujours les Ukrainiens, parce que évidemment que c'est eux. Les Russes vont pas détruire leur propre pipeline d'ammoniac qui leur permettait de vendre l'ammoniac à l'international en tant que fertilisant. Et là, comme on a un contrat concernant les grains, la vente de céréales de l'Ukraine à l'international et que ça pose problème, bah là on n'hésite plus à accuser l'Ukraine maintenant, et c'est l'Allemagne, publiquement. Je vous mets les liens dans la description qui vous donnent les articles de journaux, hein, parce que je vous mets toujours les sources. Alors il faut noter que l'Occident est de plus en plus isolé dans le monde, car l'Occident a certes resserré ses liens entre leurs pays, mais de manière artificielle, forcée par les États-Unis qui imposent ses valeurs, son économie et ses armes, c'est-à-dire son équipement militaire. Donc que le bloc occidental est un bloc qui ne se fait que par le chantage et la menace américaine. Et oui, tout ça s'est exercé par les États-Unis sur les autres États. Voilà. Donc il y a bien un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest semble solide, mais il est solide que par la menace et le chantage des Américains sur les peuples européens. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pays qui rejoignent les BRICS. Parce que les BRICS, c'est un bloc de l'Est qui est sain, sain d'esprit, qui ne marche pas sur le chantage, mais sur le respect de l'un et de l'autre, des intérêts de chacun. Il y a une grosse, grosse différence. Hein. L'OTAN a officiellement rejeté l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, justement. Donc ça, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui vient de prendre la parole hier et a dit que non, à Vilnius, on ne discutera pas de l'entrée à l'OTAN de l'Ukraine. Bah quand même, parce que le pays est en guerre. Voilà, bon, ça donne une sorte de caution pour les Russes aussi. Vous voyez que là, tout est fait pour calmer le jeu. Hein. Boudanov qui dit ah bah pour la centrale nucléaire, il y a de moins en moins de menaces, ça va mieux. Là, il y a les Américains qui disent non, on ne va pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, donc ça, c'est des signes. Hein, des signes. Et il y a Erdogan qui vient de voir Zelensky pour lui dire faudrait peut-être que tu négocies avec les Russes. C'est tout nouveau, c'était hier ça. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même un petit apaisement. Bon, Erdogan, lui, vraiment, il a aucun principe. Hein. Une fois, il est avec les Russes, une fois, il est avec les États-Unis, une fois, on ne sait pas trop. Ça, c'est typiquement des pays qui n'ont aucun principe moraux, qui regardent que leurs propres intérêts, mais sans avoir aucun principe. C'est-à-dire, ça, c'est des gens comme les États-Unis qui peuvent avoir des alliés, mais c'est des alliés qui peuvent être laissés tomber du jour au lendemain s'il y a un autre intérêt ailleurs. Et là, Erdogan vient de dire qu'il était d'accord pour l'entrée de l'OTAN de l'Ukraine, donc retournement de situation, tout simplement parce que Erdogan, ne pouvant pas avoir de F-35, ce qui était le premier marché avec les États-Unis, c'était qu'il reçoit des F-35. Au final, il les a pas reçus puisqu'il achetait des S-400. Donc là, maintenant, Erdogan veut absolument des F-16. Ça fait des mois qu'il réclame des F-16 aux États-Unis, que les États-Unis disent non. Les États-Unis ont dû dire à Erdogan, bon écoute, tu dis à la face du monde que tu acceptes l'Ukraine comme partenaire et comme participant à l'OTAN, comme futur candidat à l'OTAN, et peut-être qu'on va te donner des F-16. Ce n'est que mon avis, hein, mais ça me semble logique en tous les cas. Pourquoi tout d'un coup Erdogan devient le parrain de l'Ukraine? Voilà.
Bon, alors que tout ça, conclusion de la conclusion, bah, alors que le bloc de l'Est est un bloc qui se fait naturellement et qui a de plus en plus de pays qui s'agrègent à ce bloc euh, de manière totalement volontaire, eh bien le bloc de l'Ouest, lui, ne cesse de s'effondrer économiquement, militairement et même au niveau de la crédibilité internationale. Le bloc de l'Ouest devient absolument pas crédible, alors que le bloc de l'Est devient de plus en plus crédible. Maintenant, il y a une quarantaine de pays qui vont entrer dans les BRICS. C'est colossal, colossal, et pas des petits pays hein, en plus. Voilà, ça c'était ma conclusion concernant les informations générales. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Donc voici la carte militaire. Alors comme à chaque fois, depuis maintenant longtemps, pas de grands changements, c'est que des petits changements. Alors il y a des petites informations intéressantes, par exemple il y a un afflux de soldats ukrainiens ici, au-dessus d'Enelgodar, la ville d'Enelgodar, là où il y a la centrale de Zaporojye. Apparemment ils n'ont toujours pas laissé tomber la centrale, et il y a une telle agrégation de soldats ici au nord qu'on pense qu'ils vont encore tenter une opération amphibie pour s'emparer d'Energodar. Donc bon, tout ça c'est des rapports russes, de blogueurs russes. Je ne peux rien confirmer, mais apparemment il y aurait beaucoup de soldats ici pour une éventuelle traversée du Dniepr. Nous verrons bien. Là où ça chauffe le plus, c'est toujours ici. Alors les Ukrainiens ont fait des avancées ici, donc dans la région d'Orirov, donc ici, ici, et surtout sur Veliska, Novosilka, c'est-à-dire ici. Là, ils ont fait des avancées. C'est là où il y a eu les plus grandes avancées ukrainiennes. Alors, les plus grandes avancées, c'est ici, de l'ordre de quelques kilomètres où ils ont avancé, mais toujours en zone grise et non pas en zone russe, déclarée zone russe. Pareil pour Oririv et pareil pour Kamienski. Donc voilà, c'est ici qu'ils ont fait quelques avancées. Mais ils ont bien fait quelques avancées, ils ont pris quelques villages. Maintenant, ça, ils les ont pris, voilà, ça fait 2 jours, 3 jours. Vont-ils les garder leur position en zone grise? On ne sait pas. Mais c'est là que ça bataille le plus. Pour Ougledar, les Russes n'arrivent toujours pas à avancer à prendre la ville. C'est une forteresse très forte, Ougledar. Malinka, bah, ils ont déjà pris Malinka, maintenant ils veulent aller de l'avant, mais ils n'y arrivent pas. Donc il y a une forte défense dans la campagne ici, entre la campagne et la banlieue, l'extrême banlieue de l'ouest de Marinka. Il y a une très forte puissance ukrainienne. Alors, ils n'arrivent pas à avancer, les Russes. Sur Avdiivka, bah, Avdiivka, les Russes ont un petit peu avancé au nord, mais très peu, quelques centaines de mètres. Mais pas dans des zones grises, dans des zones qui étaient vraiment aux Ukrainiens. Et ils ont réussi à le garder. Donc c'est pour ça que je fais bien une différence entre les avancées zones grises et les avancées incrémentales dans la zone ennemie. Ce qui n'a rien à voir, hein. C'est pas comparable. Donc Avdiivka, c'est la plus grande forteresse restante ukrainienne, la plus grande restante. Dans le sens entouré, hein, dans un chaudron, hein, qu'on soit bien d'accord, dans le sens dans un chaudron, en train d'être prise. On a beaucoup parlé de Makiivka, il y a 2 villes de Makiivka en Ukraine, je vais vous montrer là, celle-là et la deuxième, donc ici, qui est adjacent à Donetsk. Pourquoi on a parlé de Makiivka? Parce que c'est là qu'il y a un dépôt de munitions russes important qui a été détruit par les Ukrainiens. Donc ça a été un succès par l'Ukraine. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, là où ça bataille sur tout le front, hein. Mais je vous montre simplement là où ça bataille le plus. Donc là, évidemment, Artyomovsk, ici. Les Russes ont fait une avancée importante sur toute cette zone. Donc la zone sud d'Artyomovsk. Ils ont avancé que de 1 ou 2 kilomètres, très peu, mais ils ont fait une avancée qui n'est pas une avancée dans des zones grises, incrémentales. Donc c'est une avancée incrémentale réelle, prise sur du territoire ukrainien qui n'était pas des zones grises. Donc qui était occupé par les Ukrainiens en permanence. Donc, petite avancée, bon, rien d'extraordinaire. Les Ukrainiens ont fait une avancée ici,
il y a 2 semaines, pardon, où ils ont fait une avancée, ils ont pris du terrain et ils ont reperdu du terrain. Donc au final, aucune avancée de part et d'autre. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'ils ont mis énormément de troupes ici pour prendre Altiomosk vers le nord dans l'espoir délirant de reprendre la ville. Donc ils ont mis énormément de troupes. Donc au final, ils n'ont pas avancé, mais ils ont perdu énormément de troupes et de matériel pour ne pas avancer. Donc ils ont fait une tentative réelle ici, hein, mais qui a échoué. Là, Sivelsk, évidemment, énorme chaudron. Sivelsk, zone très importante, énorme hub ukrainien. Les Russes n'avancent pas, ils ont absolument rien accompli. Et c'est dans cette zone qu'il y a la fameuse ville de Liman, Liman en ukrainien, Krasny Liman en russe. Les Russes veulent absolument reprendre Sivelsk et Liman, ça c'est leur objectif. Je vous rappelle que Krasny Liman était occupé auparavant par les Russes, que les Russes ont fait une retraite stratégique, car ils étaient un moment entourés par les Ukrainiens. Donc pour éviter de perdre des troupes et garder Krasny Liman à tout prix, afin d'éviter tout mort, ils sont tout de suite partis dès qu'ils ont vu qu'ils étaient entourés, encerclés. Mais les Russes n'avancent absolument pas ici. Par contre, là où les Russes avancent réellement, et c'est là où ils font les plus grandes avancées, c'est sur Kupiansk. Alors je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne. Là, c'est vraiment pas noté, mais les Russes ont fait des avancées réelles de plusieurs kilomètres sur tout ce front-là. Sur tout ce front nord, il y a eu une avancée de plusieurs kilomètres. Ils sont à touche-touche avec la ville de Kupiansk. Donc je suppose que la semaine prochaine, Kupiansk aura vraiment du mot à se faire. Je suppose, ce n'est que mon avis, que la semaine prochaine, ils seront aux portes de Kupiansk. Je suppose. Faut savoir que Kharkov, pour la première fois, a commencé à être attaqué. La ville de Kharkov, ici, par la zone russe, ici. Donc ça, c'est nouveau. Donc on sent bien que les Russes, sur le front, parce que je vous l'ai dit dans les informations générales, je vous le répète ici, il y a 200 000 soldats russes ici. 200 000. Rien que là. 200 000. Donc là, il y aura une offensive russe par le nord. Ça me semble évident. Alors maintenant, quand, évidemment, c'est la grande question, mais on n'amasse pas autant de troupes sur le front pour garder le ciel, à rien faire. Donc il y aura une offensive par le nord, et ils veulent reprendre Kharkov. Tout le montre, tous les signes le montrent. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur la carte militaire du 8 juillet 2023. Voilà, c'est fini. C'était la vidéo concernant le point sur l'Ukraine du 8 juillet 2023. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, c'est très important pour moi. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.